Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve une nouvelle fois pour un épisode hors série. Qui dit hors série dit toujours pourtant mon magnifique copilote. Bonjour Thomas. Quel bel adjectif, merci beaucoup. Bonjour Simon. C'est de circonstance aujourd'hui. Et nous avons la chance et l'honneur, et je le dis avec beaucoup de sérieux, d'accueillir aujourd'hui Claudie Aigneret. Bonjour Claudie. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de venir à nous pour cet enregistrement de podcast. Donc c'est un hors-série, donc on ne va pas suivre la structure classique de l'émission, mais on va tout de même se passer notre générique. Et donc nous revoici pour cette émission qui s'annonce passionnante. Nous recevons donc une astronaute, mais pas que. Elle est également titulaire de 2 doctorats dans ses thématiques, donc la rhumatologie, enfin la médecine et les sciences aussi en général. Elle a donc réalisé 2 missions spatiales durant sa carrière et a été une grande ambassadrice du spatial et des sciences en général, avec la Cité de l'Espace pour les Toulousains et Toulousaines, à qui ça parlera je pense, mais aussi Univers Sciences à Paris, donc 2 sites de culture scientifique et technique. Mais dans cette carrière, elle a donc, comme je l'ai dit, réalisé 2 missions, une dans la station Mir, une dans la station ISS, enfin dans la Station Spatiale Internationale. La première question que je souhaiterais te poser, c'est comment tu as vécu ce changement en passant de la station Mir qui était un peu plus rustique, pourtant très développée, à la Station Spatiale Internationale. Quelles ont été un petit peu tes impressions en termes de différence, de confort et aussi de technologie peut-être ? Oui, c'est une super question, mais il y a plusieurs facettes. J'aimerais déjà relever le fait que je suis arrivée effectivement à l'entraînement en 92 à la Cité des Étoiles, près de Moscou, dans quelque chose qui était de la coopération bilatérale entre la France et la Russie. Il n'y avait pas les Européens, il n'y avait pas les Américains à ce moment-là à la Cité des Étoiles. Et donc, voilà, on travaillait en coopération bilatérale. Et j'ai eu la chance entre 92 et 2001, début de l'histoire de la Station Spatiale Internationale, de voir se construire cette coopération internationale entre les 5 partenaires d'ISS, les Américains, les Russes, les Européens, les Japonais et les Canadiens. Et ça, c'était une aventure humaine absolument extraordinaire. Faire se parler et travailler ensemble des cultures d'ingénieurs, des cultures de recherche, des cultures d'instructeurs très, très différents. Et c'est une très, très belle aventure entre l'aventure Mir et l'aventure Station Spatiale Internationale. Et puis j'ai vu aussi la tristesse des équipages du centre de contrôle russe quand on a désorbité la station Mir. Vous imaginez, ce sont des moments plein d'émotions. Donc voilà, ça c'était sur l'aspect un petit peu aventure humaine qui a conduit à tout ça. Après, je dirais que la station Mir, quand j'y suis allée en 96, c'était une station qui avait déjà 10 ans d'existence, qui avait été habitée par de multiples équipages, qui était constituée de très nombreux modules. Donc c'était une grande maison habitée avec des souvenirs de chacun des habitants qui étaient passés par là, avec effectivement des technologies rustiques mais fiables, redondantes. On arrivait à tout réparer quand les choses commençaient à... mais qui n'étaient pas complètement dédiées à la recherche. Il n'y a pas véritablement de laboratoire dans lequel on pouvait faire la recherche comme on la faisait au sol. Mais on avait vraiment le sentiment de participer à une aventure, une exploration, voilà, avec ces équipages. La Station Spatiale Internationale, 2001, vous imaginez, premier module lancé en 98. En 2001, il y avait 2 modules, un nœud de jonction et un nœud pour les sorties extravéhiculaires. Tout propre, flambant neuf, alors que vous imaginez, vous avez vu des images de la station Mir, l'encombrement, les traces de vie. Donc tout ça était très, très différent. Mais on sentait que cette Station Spatiale Internationale, avec cette coopération internationale, elle allait être vraiment ce laboratoire et ces laboratoires magnifiques. Européens, le module Columbus, les modules américains, des modules russes, là aussi, pour la recherche, le module japonais, puis le bras canadien, bien évidemment. Donc on est passé de quelque chose qui était une recherche, je dirais, où on décrivait
ah tiens, ça c'est pas comme sur Terre. Que ce soit sur la physique des fluides, la combustion, le comportement de l'être vivant, qu'il soit humain, animal, et puis de la biologie végétale, puisqu'on faisait aussi de la biologie végétale, on était dans le descriptif. On ramenait les échantillons des manips qu'on faisait à bord, parce qu'on n'avait pas la possibilité de les analyser à bord. Et la Station spatiale internationale, c'était le début de cette mise en place de véritables laboratoires dans lesquels on a les instruments, les outils aujourd'hui pour rentrer dans la compréhension des mécanismes. On fait du séquençage d'ADN là-haut à bord. On est capable de faire le diagnostic qu'on appelle in situ, donc là-haut à bord, d'une évolution bactérienne. On arrive à vraiment rentrer immédiatement dans les mécanismes et donc à approfondir considérablement les connaissances que nous donne cette situation unique qui est celle de la microgravité, puisqu'au sol, on ne peut pas s'affranchir des effets de la gravité. Et toutes les technologies nouvelles aussi. Imaginez un cargo de fret qui vous amène une tonne de matériel à bord de Mir. On débarrasse le vaisseau Progress, on range ça où on peut, dans tel ou tel. Et on ne sait pas toujours où on a rangé les choses. Vous arrivez aujourd'hui avec un cargo Dragon ou un cargo d'autre nature. Et puis la TV, à l'époque, bien évidemment, quand il apportait du fret. Et il y a les puces RFID qui font que tout est rangé à tel endroit et on sait exactement où se situent les choses. La puissance de calcul, la capacité à trouver l'assistance à un travail parfois pénible qui est celui des sorties extravéhiculaires. Les sorties extravéhiculaires d'aujourd'hui sur ISS, ça n'a pas grand-chose à voir avec les sorties extravéhiculaires qu'on pouvait faire à bord de la station Mir. Donc on a avancé avec les progrès de la recherche, les progrès de la technologie, de l'ingénierie, et je pense aussi on s'est enrichi de la diversité des partenaires qui sont à bord de la Station spatiale internationale. Donc il y a de l'humain, il y a de la recherche et il y a cet aspect technologique. Et en disant technologique, j'associe toutes les industriels, les boîtes qui travaillent avec nous. Elles ont complètement changé leur façon de travailler aujourd'hui par rapport à ce qu'elles pouvaient proposer il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais c'est formidable. Avant de te passer la main, Thomas, je voulais juste je voulais juste te remercier. Excuse-moi, il faut que je prenne le réflexe pour cette question parce qu'effectivement, cette réponse, parce que ma question était un peu sur le point de vue technique, mais effectivement, il y a l'importance de l'aventure humaine et il est vrai que Mir était déjà une coopération parce que en tant que Française, tu participais avec des Russes, mais la Station spatiale internationale a pour objet d'être quasi universelle, en tout cas de vraiment collaborer de manière très large. Et tu évoquais disons, la difficulté émotionnelle pour les personnes quand on a désorbité la station Mir. Et on se rapproche également de la fin de vie de la Station spatiale internationale, qui aura duré 30 ans. Donc on l'imagine, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes auront travaillé à son maintien, à sa bonne vie, entre guillemets. Donc je pense que ça va être très difficile également pour ces personnes-là. Et ça va être un moment, même pour les passionnés, qui va être très particulier. Donc voilà, ça fait cette histoire que tu nous racontes, nous permet de nous projeter aussi vers un avenir qui va être beau parce que plein de nouveaux projets, mais aussi un petit peu difficile émotionnellement pour des gens qui se seront investis et qui auront eu un petit peu un attachement particulier à cette coquille, cette canette gigantesque qui orbite autour de notre Terre, disons. Mais tu as raison de souligner ça, et c'est une des particularités du spatial, c'est qu'on est quand même dans le temps long par rapport à tout ce que l'ingénierie peut nous proposer aujourd'hui. Et le temps long, ça veut dire qu'il y a de la transmission. Et de la transmission dans des générations de chercheurs, d'ingénieurs. Et c'est essentiel de se reposer sur ce qui a été fait avant, de ce qu'on a appris des succès, ce qu'on a appris des erreurs ou des échecs, pour avancer vers quelque chose qui nous emmène encore plus loin. Donc le temps long, c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que le spatial, je ne parle même pas des missions de JUICE qui vont aller explorer les lunes glacées de Jupiter, où il faut 8 ans pour aller jusque là-bas. Mais voilà, le temps long, c'est quand même quelque chose d'important dans nos sociétés aussi. Et vous soulignez tous les deux l'importance aussi de la coopération internationale dans ces deux stations que sont Mir
et l'ISS. Et sur un point de vue un peu plus, encore plus humain, j'ai envie de dire, est-ce que tu as des souvenirs, des choses qui t'ont marqué sur la vie dans ces stations? Parce que autant l'ISS, on a beaucoup de photos, de bouts de vidéos de comment se passent des événements comme Noël, par exemple. Mais est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont marqué dans ton séjour dans l'ISS et aussi dans ton séjour dans Mir, dont on arrive un peu moins à imaginer comment ça pouvait être? Oui, merci pour cette question. Mais voilà, je vais faire un petit pas de côté parce qu'une carrière d'astronaute, c'est pas que pour moi les 16 jours plus 10 jours, les 26 jours de mission. C'est 10 ans, 15 ans de carrière où on baigne dans ce milieu du spatial. Et moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est l'arrivée à la Cité des Étoiles en 92. Gagarine, il est partout. Il y a des statues, il y a ça, ses vêtements de sport dans la salle de sport. Quand vous arrivez à Baïkonour pour vous préparer à la mission, vous plantez un arbre dans l'allée des cosmonautes, le premier arbre étant celui de Gagarine. Vous regardez le film que tous les cosmonautes russes regardent avant de partir, Bielo Solnce v Pustini, le soleil blanc dans le désert. Voilà, il y a tout cet aspect de rite, un peu de sacralisation, et qui est quelque chose d'important. Et ce que je voudrais dire peut-être aux jeunes qui nous écoutent, j'ai eu cette chance extraordinaire d'habiter l'appartement à côté de Alexis Leonov et de Valentina Tereshkova, qui pour moi étaient mes héros, mes mythes. Donc ça, c'est important aussi. Ça fait partie de cette aventure. C'est pas que les stations dans lesquelles on a la chance de travailler. Et c'est important de remettre aussi cet humain, ces rites, ce cheminement, la fraternité du monde des astronautes et des cosmonautes. On est 620 dans le monde, même si on ne se connaît pas tous, on a quelque chose en partage qui est non seulement à bord, mais aussi la préparation, le collectif, l'équipage, comment on prépare les missions, comment on est là pour les réussir, comment on est là au service aussi de l'humanité. Donc il ne faut pas oublier ces éléments-là. Après, à bord des stations, qu'est-ce que je dirais? Pendant ces longs entraînements, ces répétitions, ces simulateurs, vous apprenez, vous maîtrisez, vous analysez les risques, vous savez comment vous en sortir. Redondance, le livre rouge pour les procédures d'urgence et le livre vert pour les procédures nominales. Bon, c'est tout ça par cœur. On a travaillé des heures et des heures. Mais nos instructeurs à la Cité des Étoiles nous disaient super, et super bonnes notes. Piat plus, ça veut dire que vous avez 5 plus, c'est le maximum des notes. Donc on était hyper prêts, tout ça. Et il nous disait après, хорошо, super. Но все будет не так. Ce qui veut dire rien ne sera comme la traduction. C'est-à-dire que de s'être préparé à savoir gérer ces situations, à être au top de la préparation, c'est bien aussi pour affronter le inconnu, improbable. Oui, ce qui va survenir qui n'était pas dans les livres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que le spatial, c'est quand même des milieux où il va se passer des choses où on n'est pas sûr d'avoir toutes les entrées ni toutes les sorties. Donc il faut aussi acquérir cette capacité. Et cette capacité, elle est non seulement par les cours, les simus, la répétition, mais par le fait de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, on le retrouve bien sûr à bord. Et moi, j'ai ces moments de convivialité, de bonheur à se retrouver avec les équipages à bord. Et c'est quelque chose d'important dans la réussite de la mission. Donc j'ai ces bons souvenirs de moments qui parfois étaient en réponse à une situation. Oh, flûte, j'ai planté ma manip, ou est-ce que tu peux pas m'aider? Appelle le sol pendant que j'essaie de me débrouiller avec le plasma qui va pas bien. Donc voilà, on était vraiment là pour réussir ensemble. Et c'est ces jolis moments, même le souvenir de 2001, j'ai volé fin octobre 2001, et à bord, c'était juste après les attentats. Et le commandant de la station était un commandant américain qui avait vu depuis la station cet impact. Et c'était encore plein de cette émotion quand on était à bord, de se dire, on a vu ça à distance, dans ce petit collectif d'humanité qui se pose des questions sur mais
comment se fait-il que sur cette planète qu'on doit préserver, sur cette humanité qu'on doit essayer de faire travailler ensemble, il puisse se passer des choses comme ça. Donc voilà, c'est ces souvenirs du collectif à se retrouver, pas simplement un astronaute français dans telle mission, mais de faire partie de cette humanité qui essaie de prendre un petit peu de distance. Et tu parles de justement ce collectif, de l'humanité et donc de la diversité au sein du spatial. Tu as parlé de Valentina Tereshkova, qui a donc été la première femme à aller dans l'espace, donc une femme russe. Tu as fait partie des premières femmes dans l'espace et surtout la première femme européenne hors Russie. Comment ça s'est passé justement cette intégration dans un monde qui était vu, en tout cas au tout début des astronautes, comme un monde plutôt masculin? Ça a quand même vite évolué. Les Russes ont été les premiers à envoyer donc des personnes féminines dans l'espace, mais est-ce que tout s'est passé de manière, comme tu disais, dans une communauté globale très fluide, ou est-ce qu'il y a eu des adaptations qui ont dû se faire au fur et à mesure de tes premières missions? Est-ce que tu as vu une évolution de l'intégration des femmes dans le spatial au moment où toi tu es arrivé dans ce secteur-là et aujourd'hui? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent, puisque j'ai effectivement l'honneur et la responsabilité d'être la première femme française à être allée dans l'espace. Mais bon, tout le monde écoute et tout le monde sait que Sophie Adno est en train de se préparer et à partir de février de l'année prochaine, dans un an maintenant, elle sera à bord de la station spatiale. Alors, tu as parlé de Valentina Tereshkova. Je crois qu'à cette époque, l'idée, c'était de réaliser une première. Hein, il y avait eu le premier homme et là, c'était la première femme. Compétence, pas compétence, c'était pas le sujet d'élargir le profil. C'était pour réaliser une première. Moi, quand j'ai eu la possibilité de candidater et de voler, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce qu'on avait élargi les profils des compétences dont on avait besoin à bord. Et c'est vrai que je suis arrivée non seulement, on était 2 astronautes féminines à l'entraînement en Russie, mais je suis arrivée surtout avec la différence d'être un chercheur. Parce qu'il n'y en avait pas, peut-être on était 2 femmes, mais je crois que j'étais la seule chercheur dans ceux qui s'entraînaient à la Cité des Étoiles. Donc quand vous apportez quelque chose dans un besoin qui est exprimé des stations spatiales dans lesquelles on veut faire de la recherche, vous avez votre place. Donc, en fait, j'ai pas eu à batailler par rapport à homme ou pas homme. J'apportais quelque chose aux équipages avec une compétence, un lien avec les équipes au sol, les équipes de scientifiques, ce qui m'a permis vraiment d'être intégré et pas seulement accepté, mais on avait besoin de moi. Parce que j'avais ce profil particulier. Alors après, bien évidemment, il y a des adaptations, je dirais, ergonomiques au fait qu'une femme puisse mener l'ensemble des missions. Quand on est chercheur homme ou femme, hein, on travaille sur les mêmes labos de recherche, il n'y a pas tellement d'adaptation particulière à avoir. Si vous imaginez les sorties extravéhiculaires, et les auditeurs, ils s'imaginent ce que c'est une sortie extravéhiculaire. Tant qu'on est dans la station, on est dans une atmosphère reconstituée. Quand on sort de la station, on va dans le vide spatial. Donc on sort avec sa petite maison et tous les outils pour réguler la température, fournir l'oxygène, absorber le gaz carbonique et être en liaison avec ceux qui suivent votre mission dangereuse, exigeante sur le plan physiologique et sur le plan opérationnel. Donc là, il vaut mieux avoir les bons outils à votre taille en ergonomie pour assurer la sécurité de cette mission très, très compliquée. Et ce n'était pas tout à fait le cas pour l'avoir expérimenté avec les scaphandres de sortie extravéhiculaire. Et je pense que la diversité, non seulement des compétences, mais des genres ou des difficultés à s'adapter à des tâches physiques, un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme. Il y a des différences physiologiques, que ce soit au niveau de la force, au niveau de la morphologie. Et je pense qu'on fait progresser l'ergonomie, les interfaces, et que c'est bénéfique à chacun des membres d'équipage quand on a des outils plus adaptés. Donc je prends souvent cet exemple-là, parce que c'est vrai que sur des tâches très exigeantes comme celle-là, il faut avoir les bons outils. Et le fait d'avoir élargi le spectre d'utilisation, c'est quelque chose d'important. Et je plaisante souvent, quand je fais des conférences, je mets une photo pour expliquer l'importance de la robotique et de la façon dont on va, par exemple, depuis une station spatiale, soit en orbite basse, soit en orbite autour de la Lune, aller pouvoir manipuler des outils qui seront sur la surface du corps céleste, la Lune.
et ce qu'on appelle en général avec la robotique, on évoque l'aspect de l'interface homme-machine. Alors je mets toujours une photo en mettant Mégane qui manipule les outils robotiques à bord en disant voilà, c'est aussi les interfaces femme-machine. Donc voilà, cet aspect de se dire que cette diversité, elle permet de faire avancer tout le monde pour que ce soit plus facile, plus performant, d'avoir des outils bien adaptés. Donc voilà, vous apportez une différence qui est utile à l'ensemble du groupe, eh ben, ça vous fait rentrer dans l'eau. Et par cette différence, vous faites avancer tout le monde vers quelque chose qui est plus facile et plus accessible. Et du coup, on parlait de l'égalité, en tout cas d'accès à l'espace entre hommes et femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est sur une égalité positive d'accès à l'espace pour une mixité de genre, d'origine sociale, d'origine de considération de genre, ethnique, etc., d'accès à l'espace? Aujourd'hui, la diversité, elle est sur plein de facettes. Alors, on a évoqué le genre, homme, femme. On l'a pas évoqué, mais je voulais le souligner quand même. Vous savez que dans la sélection de l'Agence spatiale européenne, il y a aussi John McPhail qui a été sélectionné, qui a cette particularité après un accident de moto, je crois, d'avoir été amputé au niveau du genou et d'avoir une prothèse très sophistiquée. C'est un type absolument formidable avec des compétences exceptionnelles et des compétences sportives exceptionnelles, puisqu'il a quand même été médaillé aux Jeux Olympiques. Et donc de tester aussi cette capacité pour des gens qui n'auraient pas les mêmes capacités physiques d'assurer un vol en toute sécurité. Il va y avoir bientôt d'ailleurs une conférence de presse pour annoncer ce que John pourrait apporter. Il a validé toutes les étapes, il a ses ailes d'astronaute et voilà, on lui souhaite le meilleur. Donc il y a cette diversité-là. Vous avez tu as évoqué la diversité culturelle, puisqu'il y a effectivement des gens de toute nationalité, bien au-delà des 5 que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, puisque aujourd'hui il y a Arabie Saoudite, les Émirats, les Indiens, les Chinois, bien évidemment. Hein. Donc il y a des diversités culturelles majeures hein, qui sont représentées dans l'aventure de l'exploration. Les compétences, on l'a dit, hein, vous avez des ingénieurs de sciences computationnelles, de robotique avancée, des océanographes, hein, je parlais de Mégane tout à l'heure, vous avez des pilotes civils, des pilotes militaires, des pilotes d'avion, des pilotes d'hélicoptères, hein. Bonjour à Sophie. Et donc une grande diversité de compétences, le militaire et le civil. Non, on l'a bien dit. Il y a même des Guardians, des Space Force qui volent aujourd'hui. C'est un sujet qu'on évoquera peut-être à un moment donné aussi, le théâtre de conflictualité que peut représenter le spatial, même avec l'exploration vers les corps célestes. Ça en fait partie. Et donc cette diversité, je pense qu'elle est très enrichissante. Elle est à la représentation de ce qu'est l'humanité. Et l'exploration spatiale, c'est l'exploration de l'humanité qui va regarder au-delà de son horizon terrestre. Et encore un point de diversité, la diversité générationnelle. Vous deux, là, en face de moi, vous êtes tout jeunes, vous êtes génération. Et vous avez des astronautes. Regardez, en ce moment, il y a Don Pettit à bord. Don Pettit, il est de ma génération. Donc il y a aussi cette différence entre les rookies premier vol et puis ces vétérans hein, qui ont 4, 5, 6, 7 missions. Et cet échange générationnel, il est important aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, entre Mir et ISS, mais il est aussi entre ISS version 2001. C'était la mienne. C'était pas du tout 2001 Odyssée de l'espace, hein, ça je peux vous dire. C'était quand même plus rudimentaire, on n'y était pas. Et la version 2028, 2030 and beyond. Et bien évidemment, cette transmission générationnelle, elle est importante aussi. Donc c'est hyper important la diversité, ça fait avancer tout le monde. Et tu m'offres une transition parfaite parce que tu nous as parlé donc d'exploration spatiale, de transition générationnelle et aussi de diversité. Et pour notre point Space Culture, donc notre coupure d'émission, notre interlude culturel, on a décidé de s'intéresser à un livre que tu as dirigé, présidé, piloté, on pourrait presque dire, qui s'appelle Amazonie spatiale au pluriel et qui s'intéresse justement
de manière assez générale au spatial de demain, qui essaye de penser le spatial de 2075. Et si ça te convient, on te propose pour commencer cet échange culturel de nous lire un passage de ta préface de ce livre, et on se retrouve juste après. Et l'aventure des Amazonies spatiales, organisée avec l'excellence de l'équipe de Matrice, ça a été une très très belle aventure et on était 2 à diriger cette aventure. Alors, Christiane Taubira, et je vais vous dire un petit peu comment on s'était réparti les rôles. Alors, Christiane était la contrôleuse des ciels des Amazonies spatiales et moi, avec mon background d'astronaute, j'étais la pilote navigatrice des Amazonies spatiales. Alors, on avait réuni 14 auteurs de science-fiction pour nous accompagner dans cette réflexion sur qu'est-ce que peut être un récit positif de l'exploration habitée à l'horizon de 2075. J'ai rappelé tout à l'heure que dans le spatial, c'est du temps long. 2075, on est en train de le préparer. Mais on n'a pas toujours ce récit positif. Parfois, on est plutôt dans la catastrophe. Il faut être vigilant à des tas de choses, hein. Les débris spatiaux, la militarisation de l'espace, l'exploitation des ressources. C'est des choses qui parfois nous posent problème. Et là, on s'était dit, on aimerait sortir out of, comme on dit dans le monde des nouvelles entreprises et du New Space, pour réfléchir différemment et apporter ça à nos lecteurs. Donc il y a un très beau livre avec ces 14 auteurs de science-fiction qui étaient sortis, chacun avec leur sensibilité. Et les Amazonies spatiales, c'est parce que pour sortir du cadre, il faut rajouter des choses dans la recette du récit. Le récit, souvent, il est quand même... bon, je mets de côté nos partenaires, voire compétiteurs chinois, qui ont leur propre récit de l'exploration. Mais le reste, c'est quand même un récit bien blanc, je dirais, et assez orthodoxe. L'idée des Amazonies, ça comporte 3 choses. Ça comporte le fait que l'Amazonie, ça nous fait penser déforestation, préoccupation qu'on peut avoir par rapport à notre impact sur l'environnement. Et donc ça, c'était un sujet qu'on voulait aborder. Ça a aussi lieu dans la réflexion sur les activités spatiales. Amazonie spatiale, c'est aussi... mais Amazonie, qu'est-ce qui se passe sur ces territoires comme la Guyane? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu de la colonisation. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un récit de colonisation ou... pas vraiment, c'est pas ça ce qu'on souhaite pour l'humanité. Donc c'était une façon d'y penser. Et puis après, l'Amazonie, c'est des populations toutes mélangées, où il y a eu de l'immigration, où il y a des gens de toutes les couleurs, je dirais. Même, on est allé avec des auteurs qui sont représentatifs de l'afrofuturisme, des pensées autres que nos pensées occidentales et blanches. Donc voilà, c'était ces 3 composantes qu'on avait souhaité rajouter. Et voilà, ça nous emmène ailleurs. Et je pense que penser l'ailleurs, ça nous permet de penser autrement et d'ouvrir nos horizons. Alors, si je lis un petit mot de cette préface, c'est justement, je lis, « Il n'est pas facile de s'extraire des schémas, des valeurs qui nous ont forgés. Nous sommes imprégnés du monde dans lequel nous vivons. Bon, pour ma part, c'est celui de l'exploration spatiale. Mais j'ai humblement la lucidité de creuser ces angles morts dans mes convictions, des points aveugles. Et je suis convaincu qu'il est le temps de renouveler l'imaginaire spatial, hérité de la science-fiction des années 50, dont les récits pleins d'espoir, de promesses, se frottent aujourd'hui à une réalité adverse. Et ils s'y sont même usés. J'ai eu la chance de réaliser un rêve d'enfant. J'ai eu le privilège d'accéder à cet ailleurs, au-delà de l'atmosphère, grâce à ce déploiement technologique remarquable. Cet ailleurs qui m'a fait prendre conscience de la fragilité, des limites de notre magnifique planète Terre. J'en suis consciente, c'est pas les anciens récits désuets dans la complexité du XXIe siècle, ni les dystopies actuelles alarmistes, par leur constat d'échec, par notre passivité, qui vont nous permettre de réallumer ces désirs. Alors j'ai eu envie de rejoindre cette aventure collective des
des Amazonies spatiales pour renouveler ces récits, pratiquer de façon volontaire, avec conviction, ce que j'appelle la suspension d'incrédulité. Et ça, c'est propre à l'immersion active dans l'imaginaire. Alors pour un esprit rationnel comme le mien, c'était pas chose aisée. Mais par expérience, je sais que le monde ne repose pas que sur le calculable, mais qu'il repose en grande partie sur l'imprévisible, l'impensé, ce qui me remplit de curiosité et d'appétit à découvrir. Voilà l'idée. Bah écoute, merci beaucoup. Effectivement, c'est un livre qu'on recommande chaudement parce que très complet et très intéressant pour aussi les passionnés de spatial parce qu'il va explorer beaucoup d'autres choses. Et tu l'as évoqué, moi, quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que je n'avais pas cette information en commandant le livre, c'est que donc il y a une double préface, la tienne dont tu viens de nous lire un extrait, et celle de Christiane Taubira, qui est parfaitement pertinente, extrêmement piquante là où il faut, passionnée et poétique à d'autres endroits, comme on la connaît. Moi, j'aimerais te poser la question de comment cette rencontre s'est passée et comment ce travail collaboratif avec ces 14 auteurs et autrices, comme tu l'évoquais, s'est déroulé avec cette personnalité qui est, tout comme tu l'as été, une personnalité engagée en politique, mais qui est dans un univers assez loin à première vue du spatial, même si la Guyane étant un endroit très particulier pour elle, elle a baigné dans cette thématique-là, mais quelle vision elle avait du spatial quand vous vous êtes rencontrés et comment ce travail collaboratif s'est organisé? Oui, c'est intéressant de poser cette question. Bon, comme tu l'imagines et comme vous l'imaginez, je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les positions de Christiane Taubira, mais j'ai adoré cette aventure en commun. Tu as employé un mot, elle est piquante. Ouais, elle est piquante et c'est important d'avoir des aiguillons, surtout quand on essaie de se projeter dans l'avenir et de se dire on peut changer des choses, on peut faire différemment. Il ne faut pas rester sur ces vieux récits ou ces convictions trop certaines. Et donc c'est important de s'émuler, de s'aiguillonner pour aller ouvrir des champs nouveaux. Et Christiane Taubira a cette particularité, cet immense talent d'avoir une culture littéraire, une culture de poésie, une culture de la Guyane et des territoires d'outre-mer et de tout ce que ça représente comme différence par rapport à ce qu'on peut avoir en métropole ou dans nos esprits. Et elle a cette capacité à nous embarquer dans sa connaissance, dans sa conviction, dans sa poésie, dans son regard différent. Et c'est tellement talentueux que ça vous fait grandir. Et moi, j'ai grandi avec Christiane dans cette aventure-là. Je pense que son regard, sa façon de poser les questions, sa façon d'ouvrir des portes qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir ouvrir, c'est quelque chose qui nous a fait tous progresser. Et c'était typiquement ce qu'on souhaitait avec Amazonie Spatiale. C'était ouvrir des portes, aller au-delà de l'horizon classique. Et voilà, j'ai adoré cette aventure-là aussi pour cette ouverture d'esprit et puis parce que je suis immensément respectueuse de son talent à la fois d'écriture et d'expression orale. C'est quelqu'un d'extra-ordinaire. Et quand tu présentais Amazonie Spatiale, tu parlais de la question aussi de l'environnement dans le spatial. Alors, dans l'actualité plus ou moins récente, on peut voir qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a des questions environnementales au niveau de la faune, au niveau de la flore. On a vu qu'il y avait eu quelques accidents, si je puis dire ainsi, avec SpaceX sur certaines zones. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur le lien si important qu'il y a entre l'environnement, la nature et le spatial? Oui, alors c'est une question avec plein de portées de facettes. Alors, et je commence peut-être par la première, qui est de dire, j'ai eu ce privilège extraordinaire d'être à 400 km en orbite et de regarder la Terre par le hublot, de voir la Terre magnifiquement belle, porteuse de vie, hein. Toutes ces lumières des villes sur le littoral ou sur les continents, c'est la vie, c'est le seul endroit où aujourd'hui il y a de la vie. L'humanité et toute la biodiversité, elle est là, sur cette planète-là. Planète magnifique, une planète
très fragile, évidemment, puisqu'elle est entourée de cette très fine pellicule d'atmosphère qui permet à la vie de s'être développée et de se développer aujourd'hui. Et puis, au-delà, c'est quand même un univers très hostile. On ne voit pas de solutions qui viennent dans cet univers et ce système solaire dans lequel on voyage sur cette planète. Donc nous, humanité, on est effectivement transporté par la planète, mais on en est aussi l'équipage. Donc la prise de conscience de cette fragilité, de cette vulnérabilité de la planète et de la responsabilité qu'on a en tant qu'humain sur le plan individuel tout autant que sur le plan collectif et donc le politique à bien gérer cette planète, c'est quelque chose qui est monté en puissance dans mon esprit et dans mes actions après avoir volé. C'est vrai que ça l'a renforcé. Donc ça, c'est le premier point. Cette préoccupation sur notre planète, sa biodiversité, son atmosphère. Mais il y a aussi la préoccupation sur, au-delà de cette atmosphère, il y a aussi un environnement extra-atmosphérique. Et quand on évoque les activités spatiales, c'est là où on se dit comment on va essayer d'être le plus vigilant et respectueux de ce qui est un apanage de l'humanité, puisque j'ai défini. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas mis en évidence d'autres formes de vie intelligente et qui puissent se reproduire, voilà, c'est l'apanage de l'humanité, ce système solaire qu'on est en train d'explorer. Et on se pose des questions sur la congestion de cet espace extra-atmosphérique. On a tous entendu parler de la présence de ces très nombreux satellites aujourd'hui avec les méga-constellations et les modifications de cet environnement en orbite basse, d'où le risque de collision et de débris spatiaux qui pourraient, au-delà de la congestion, même nous empêcher d'aller plus loin dans l'exploration. C'est un premier sujet. Nos activités spatiales en elles-mêmes, elles sont consommatrices d'énergie, elles sont créatrices de pollution qu'on ne connaît pas bien quand on est au ras du sol, mais quand on est dans la très haute atmosphère, on se dit que voilà, il y a quand même un impact par rapport à ces débris spatiaux. Soyons suffisamment responsables pour en créer le moins possible, donc le zéro débris. Et l'Agence spatiale européenne s'est employée à développer une charte et de mobiliser l'ensemble des agences et des partenaires industriels sur ce zéro débris dans l'espace. Ne pas en créer, essayer de nettoyer cet espace, soit nettoyer en manœuvrant mieux tout ce qui se passe en orbite, ou nettoyer en allant atteindre des orbites différentes, ou même carrément en récupérant des débris qu'on pourrait ramener. C'est le clean sky, hein, c'est un sky un peu particulier, le clean space, dans ce cas-là. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on est attentif. Et puis ensuite se posent des questions qui sont de l'ordre de l'éthique, de la déontologie, de la responsabilité et du juridique. On a effectivement un espace, quelque part apanage de l'humanité, sur lequel on a un très beau traité rédigé en 1967 au niveau des Nations Unies, qui a des très beaux articles, tout à fait valides pour le moment où il a été écrit, mais qui aujourd'hui sont un petit peu décalés par rapport au système dans lequel on se trouve, avec des intérêts économiques, des intérêts géopolitiques, des intérêts de conflictualité, au-delà de l'exploration et des sciences spatiales. Et là, se poser la question de, effectivement, des comportements responsables par rapport à cette exploration pacifique. Premier point. Ensuite, non-appropriation des corps célestes. Oui, mais si vous voulez utiliser des ressources, pour l'instant ce qu'on appelle des ressources in situ, c'est-à-dire permettre la possibilité de vivre et travailler sur la Lune parce que vous allez utiliser la poussière lunaire ou les glaces d'eau, des ressources in situ, mais trame quand même cette réflexion sur l'appropriation de ces ressources. Non pas l'appropriation du corps céleste, mais l'appropriation des ressources. Et je ne vais même pas jusqu'à l'exploitation de ressources sur des astéroïdes, qui fait partie des positionnements. Et puis, donc, l'aspect pacifique, l'aspect appropriation, l'aspect responsabilité de nos comportements pour préserver, ça, c'est de l'environnement aussi. C'est de l'impact environnemental. Et dans l'impact environnemental, on a évoqué tout à l'heure la Guyane.
on a évoqué. On met quand même beaucoup d'énergie, de puissance technologique pour faire partir ces engins vers l'espace. Et vous savez sans doute que sur le cosmodrome de Kourou, en Guyane française, on est en train de faire de l'hydrogène vert et de pouvoir permettre toutes ces évolutions technologiques qui seront le moins impactantes possible. Puis un dernier sujet qui est complètement à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle dans tout ce qu'elle va apporter comme élément de transformation aussi. L'espace dont on parle, cet espace d'exploration auquel j'ai eu la chance de participer, c'est une chose, mais il y a aussi l'espace qui nous permet de collecter des données pour mieux gérer notre planète. Que ce soit sur le plan scientifique, bien connaître le changement climatique, le Science Climate Observatory et tout ce qui permet aujourd'hui de même aller jusqu'à un jumeau numérique de la Terre pour essayer de donner une meilleure compréhension et des anticipations de scénarios possibles. Tout ça, c'est le spatial qui nous permet d'avoir ces données. Et puis ensuite, le spatial sur les politiques d'urbanisation, de surveillance des mers, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, c'est de la donnée. Ces données, elles vont être traitées, analysées, soit à bord des satellites aussi, pour ne pas utiliser les fréquences à transmettre des tonnes de données qui pourraient être utilisées autrement. Et donc, tout le sujet de l'impact environnemental lié à l'intelligence artificielle et à ces transitions vers le numérique est aussi un sujet important. Donc, c'est à la fois, ça nous questionne, ça nous interpelle, mais je trouve que c'est génial pour les jeunes gens qui nous écoutent là. Il y a plein de métiers passionnants sur lesquels on va pouvoir développer des technologies, les penser en responsabilité. On a besoin de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs, de médecins, mais on a besoin aussi de juristes, d'architectes. Alors, les métiers du spatial, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas que l'astronaute que vous avez très gentiment invité à votre micro aujourd'hui, mais c'est un panel de métiers absolument fantastiques qui sont au cœur des enjeux de notre 21e siècle. Déjà, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée et qui apporte beaucoup de points de vue différents de l'évolution du secteur spatial et de ce qui le permet de faire à l'humanité aujourd'hui. Ce qui m'a marqué dans ton explication, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un zéro déchet sur Terre, il y a aussi un zéro déchet dans l'espace, et qu'on essaye d'appliquer de plus en plus. Mais la question que moi je me pose, ce sera peut-être ma dernière question aussi, mais quand nous, on parle de nos activités, donc avec Thomas, à nos proches, à nos amis, etc., certains, et à raison, nous disent mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'apporte à l'humanité le fait d'aller explorer le système solaire ? Qu'est-ce que toi, en tant qu'exploratrice, que tu as pu être aux frontières de notre planète, et aussi ambassadrice de l'exploration du système solaire, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là qui ont une velléité politique, environnementale, qui explique que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on gagne quelque chose à, comme tu le disais, à dépenser des ressources, à polluer d'une manière qui est pour l'instant plus ou moins connue quand tu parlais de la haute atmosphère? Quel est ce gain qui répond à ce besoin de l'humanité d'aller explorer le système solaire? Oui, alors j'ai bien fait de choisir le petit passage que j'ai lu tout à l'heure où je disais que tout dans notre avenir et notre devenir n'est pas calculable. Tu as employé le mot de gain. Et voilà, pour moi, l'exploration, ça n'a pas directement lien avec le gain économique ou le gain de hard power, soft power, sharp power. C'est du gain pour l'humanité, bénéfice pour l'humanité, de acquérir des connaissances, de continuer à découvrir, d'aller ailleurs pour peut-être trouver des solutions nouvelles par rapport à nos enjeux du sol. Je prends un exemple tout simple. Je travaille beaucoup sur la mise en place d'infrastructures permanentes sur la surface de la Lune, qui est un des pas pour continuer ce chemin de l'exploration qu'on évoque. On la connaît un peu, la Lune, on la connaît pas beaucoup, pas complètement, pas partout. Donc on a des tas de choses à apprendre aussi sur le plan scientifique. Et c'est une super plateforme pour tester comment on va continuer à avancer, acquérir des connaissances, aller plus loin et continuer ce chemin de l'exploration. Si on imagine, on est sur la Lune, il va falloir apporter de l'énergie pour faire tourner les machines, pour construire. L'énergie, un jour lunaire, c'est 14 jours de jour, 14 jours de nuit. En 14 jours de nuit, tant qu'on ne sait pas stocker
l'énergie, on va avoir des problèmes si on n'est que sur de l'énergie solaire. On le sait bien, hein, on a quand même quelques sondes qui ont souffert de ce déficit d'énergie apportée par le solaire. Donc, ça nous aiguillonne pour travailler davantage sur le stockage de l'énergie et des formes d'énergie alternatives complémentaires. Ensuite, il va falloir créer des écosystèmes artificiels avec fourniture d'oxygène, absorption de gaz carbonique, purification de l'atmosphère, purification de l'eau. À bord de la station spatiale, on recycle plus de 95% de l'eau. Si on était capable de mettre ce qui a été nécessaire sur ce chemin de l'exploration où on a dépassé des limites, on a fait des progrès technologiques formidables, si on est capable de mettre ça au service de la Terre, on apporte beaucoup à notre humanité. Il y a plein de sujets technologiques comme ça, hein, l'acquisition de connaissances scientifiques, je le disais, on a toujours un appétit de savoir. Je vous ai parlé de JUICE. Alors franchement, allez explorer les lunes glacées de Jupiter, puis les lunes glacées de Saturne, avec les missions à venir. Oh, c'est quelque chose qui nous permet quand même de sortir de notre apathie, résignation, consternation du quotidien. On a quand même besoin de ça aussi. Bon, la jeune génération, il y en a une partie qui met sur la table effectivement ces sujets d'impact environnemental. Et il faut trouver des solutions, avancer avec eux et leur dire venez travailler avec nous. Mais la jeune génération qui me dit il faut renoncer, ça c'est quelque chose qui me dépasse et que je ne peux pas accepter. Renoncer aux rêves, renoncer à aller plus loin, à trouver mieux, à faire avancer, c'est quelque chose, il ne faut jamais baisser les bras. Et je pense que le penser ailleurs nous permet de penser autrement et nous permet d'aborder l'avenir avec des solutions qui ne sont pas les solutions du passé. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Si on reste sur le présent et qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on utilise les solutions du passé pour nos enjeux d'aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Il faut... Alors, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. C'est trouver des solutions nouvelles pour continuer à avancer, à progresser et à trouver des solutions. Alors, les astronautes sont des trouveurs de solutions. Je sais que vous avez rencontré Jean-François Clairvoy, il a dû vous le dire parce que c'est sa définition de l'astronaute, et trouveur de solutions. Mais je pense que toute la jeune génération qui nous écoute, qui a envie d'en savoir plus sur le spatial, on compte sur eux pour être des trouveurs de solutions. Et les trouveurs de solutions, ça nécessite d'être curieux, de pousser les portes, d'explorer, d'aller plus loin, non pas de repousser des limites, mais de découvrir ces limites. Et donc, il faut toujours essayer. Rien n'est impossible tant qu'on ne l'a pas essayé. Après, ça ne marche pas toujours, mais essayer, ne jamais renoncer, avancer. Et pour moi, l'exploration, ça fait partie de ces éléments-là, avec toutes les externalités positives qui sont bien supérieures aux externalités négatives sur lesquelles on va essayer de trouver des solutions. Juste merci beaucoup pour cette réponse qui est très inspirante et qui aussi nous fait revenir sur un point qui est lié à l'exploration spatiale, qui est un milieu dans lequel l'humanité ne fait qu'un et qu'on avance ensemble pour aller voir l'ailleurs, aller penser l'ailleurs. Et je pense qu'on en a bien besoin à l'heure actuelle. Donc c'est aussi une inspiration dans ce milieu-là politique et social. Merci infiniment d'avoir relevé ça. C'est une chose que j'aurais dû vous dire spontanément, mais c'est super de tu l'as le dit à dire d'autres comme ça. moments. Donc, C'est les infrastructures lunaires dont on parle, c'est des bases lunaires sur le pôle sud de la Lune, puisque c'est là où ces ressources qu'on évoquait pour rendre la vie possible, elles sont localisées là. On a aujourd'hui quelque chose qui est encore dans un schéma de bipôle. On n'est plus dans une confrontation Union soviétique États-Unis, mais on voit bien qu'il y a quand même un côté moins occidental, Chine et ses partenaires, puis un côté plus occidental avec Artemis et l'Agence spatiale européenne et les différents États membres. Si on pouvait aussi utiliser cette plateforme que représente la mise en place d'infrastructures et de développement sur le corps céleste que représente la Lune, pour évoquer du droit, des comportements responsables, de la gouvernance, de la solidarité, de la résilience ensemble, parce que ça va être compliqué, c'est quand même hostile et complexe. On a super besoin de travailler ensemble et pas obligatoirement délimiter de nouveau des territoires, même si c'est pas de la terre. Hein. Mais voilà, et merci d'avoir évoqué le fait que ça peut peut-être permettre aussi notre humanité de grandir sur le plan de sa gouvernance et de sa responsabilité. Et
et ce qui sera ma dernière question, mais on est d'accord, en effet, l'humanité, et on l'a vu depuis le début de l'ère du spatial, avance de plus en plus main dans la main, même si on peut encore faire mieux. Le spatial avance aussi très vite, et ça on l'a vu avec de très nombreux exemples. Alors comment toi tu vois l'espace dans les 10, 20, voire 50 prochaines années? Comment tu l'imagines? Waouh! Bon, je ne fais pas référence à Amazonie spatiale parce qu'on est en 2075. Déjà, une chose quand même dont on n'a pas assez parlé, mais je suis aussi une ambassadrice de l'Europe. Donc, je vois l'Europe présente dans cette aventure spatiale et dans l'aventure de l'exploration. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'unisse sur cette ambition commune, hein. Parce que quand on a évoqué l'espace, on a évoqué les aspects économiques, des aspects potentiellement militaires, et ça veut dire qu'il va y avoir des normes, des standards, des façons de discuter autour de la table de comment ça se passe. Il faut absolument que l'Europe, avec ses valeurs de durabilité, de bien commun, le mot bien commun est quelque chose qui est pour moi important, d'inclusion, puisqu'on l'a évoqué sur la diversité. Il faut que ces discussions-là, l'Europe y soit présente et puisse y développer son influence et ses capacités. Ça veut dire que sur le plan de la techno, sur le plan de la recherche, il faut être au niveau, il faut se mobiliser, il faut y mettre les moyens qui sont nécessaires. Donc ça, c'est important pour moi, qu'il y ait autre chose que du economic driven, hein. C'est l'économie qui fait avancer, ou du military driven, ce qui est encore plus interpellant. Et donc voilà, j'aimerais voir un espace pacifique, un espace au bénéfice de l'humanité et une exploration spatiale qui soit durable, qui ne soit pas un one-shot, qui soit quelque chose qui ouvre un chemin. Donc c'est comme ça que je la vois, et je pense que l'Europe et des partenaires qu'elle pourrait avoir, d'autres formes d'alliances, est un des piliers essentiels pour que cet espace-là durable, fascinant, merveilleux, puisse continuer à nous solliciter. Et pas simplement parler de pollution lumineuse à cause de méga constellations ou de monopole d'acquisition de données. Je sais à quel point l'espace nous est utile et est indispensable à notre vie quotidienne aujourd'hui. Mais il ne faut pas occulter l'ouverture que ça peut procurer, l'émerveillement. C'est quelque chose d'important pour que la petite lumière dans les yeux des auditeurs continue à briller et qu'ils aient envie de se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, ça passe par l'espace. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois pour ces mots qui concluront parfaitement notre émission. Dans un premier temps, je tiens une nouvelle fois à te remercier vraiment très sincèrement de nous avoir accordé ce temps-là et de nous avoir éclairé, aussi de nous avoir effectivement permis de garder des étoiles dans les yeux vis-à-vis du spatial, et aussi de nous éclairer sur plein de sujets qui sont primordiaux. Tu l'as évoqué dans beaucoup de conférences et tu interviens toujours à de nombreuses occasions, que ce soit à la Cité de l'Espace à Toulouse pour les Toulousains et Toulousaines qui nous écoutent, mais dans d'autres lieux de sciences à Paris également. Et je tiens également à remercier mon cher Thomas qui nous a tout bien organisé pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui et qui a beaucoup collaboré à cette émission. Donc merci à vous deux. Moi je vous laisserai le mot ensuite, mais je tiens à vous dire que j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup Simon déjà pour tout ce travail qu'on a fait ensemble, et un grand merci Claudie, parce que comme tu l'as si bien dit à la fin de ta dernière prise de parole, c'est important que les auditeurs aient des étoiles dans les yeux pour continuer à rêver d'espace, et c'est ce genre de moment à nous qui nous permet aussi d'avoir des étoiles et les esprits remplis d'étoiles, les yeux et les esprits remplis d'étoiles. Donc un grand merci pour ça, un grand merci pour tout le savoir et l'expérience que tu nous as transmis et que tu as transmis dans nos micros aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important, la transmission, parler d'espace, le rendre accessible. C'est pas juste, comme tu l'as dit, de très longs entraînements et de très longs voyages, mais c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Et on va te laisser la parole, parce qu'on a une petite tradition dans l'émission, dans Odyssée, c'est qu'on va te laisser le mot de la fin. Tu peux dire absolument tout ce que tu veux. Vraiment, ces dernières secondes, ces dernières minutes sont toutes à toi. Encore un grand merci. Alors merci Simon, merci Thomas. Ça a été un vrai plaisir de discuter avec vous, parce que vous êtes top. Mais merci beaucoup. C'était super, super interview. Non, mot de la fin, je l'utilise souvent. Je vous transmets, je partage la devise des astronautes.
per aspera ad astra. Alors pour ceux qui ne parlent pas le latin couramment, ça veut dire ad astra. Vous voyez bien, aller vers les étoiles, hein, continuer le chemin. Et le per aspera, ça veut dire que c'est pas un chemin tout à fait facile. C'est au travers des aspérités, au travers des difficultés. Mais ne jamais renoncer, continuer à avancer. Per aspera ad astra.